Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de vous donner quelques pistes de correction pour le sujet DPIP 2022, les transformations politiques, économiques et sociales de la Chine de 1949 à 1989, donc en histoire. Alors, quelques éléments d'introduction. Je pense que sur ce sujet, l'accroche de l'introduction était relativement simple. Je crois qu'il fallait partir de l'histoire de la Chine. Alors, on va pas remonter à une histoire de la Chine qui est très très ancienne. On aurait pu dire que pendant l'entre-deux-guerres, on a une Chine qui est divisée entre d'un côté les nationalistes dirigés par Chiang Kai-shek et de l'autre côté les communistes dirigés par Mao. Cette guerre civile tourne évidemment à l'avantage des nationalistes. Les communistes, via la longue marche, sont obligés de se réfugier dans les zones les plus reculées de la Chine du Nord-Ouest. Et, euh, et donc, ce sont les nationalistes qui prennent le contrôle de la presque totalité du pays. Mais on a également la Deuxième Guerre mondiale en Chine, avec l'attaque des Japonais à partir de 1937, et on va avoir un pays, là aussi, ravagé par la guerre au moment de l'arrêt de cette guerre internationale, de cette guerre mondiale, en 1945. En revanche, à partir de 1946, la guerre civile entre les communistes qui se sont renforcés et les nationalistes reprend de plus belle, avant le 1er octobre 1949, ce qui sera le point de départ de notre sujet, de notre réflexion, avant le 1er octobre 1949, la proclamation de la République populaire de Chine par Mao sur la porte de la paix céleste à Pékin. Une fois cette accroche faite, définissons les termes. Les transformations politiques, ici, ce qu'on entend, ce sont les transformations éventuellement du régime politique. On pourrait éventuellement aborder les alliances en termes politiques de la République populaire de Chine. Les transformations économiques sont les changements de politique économique. Alors là, ici, il y en a beaucoup, puisque au départ, on va le voir, la Chine va adopter plutôt le modèle économique soviétique, puis elle va essayer de trouver sa propre voie, puis ensuite, elle va embrasser dans une certaine mesure le capitalisme. Les transformations sociales, quant à elles, relèvent tout ce qui touche aux évolutions en termes de classe sociale, de pauvreté et de richesse, de ville et de campagne. S'il faut définir la Chine, ici, évidemment, on prendra la République populaire de Chine. Je rappelle qu'à partir de 1949, les nationalistes qui le peuvent s'enfuient à Taïwan, qui prend le nom de République de Chine, et donc qui a aussi une appellation telle que la Chine. On prendra ici uniquement la République populaire de Chine. Définissons enfin la chronologie. 1949, la Chine, on vient de le dire, est ravagée par la Deuxième Guerre mondiale, par la guerre civile. C'est le début du communisme. Il y a une grande pauvreté économique. On est dans une société qui reste une société plutôt archaïque, pauvre et essentiellement paysanne. En 1989, la fin de ce sujet, en revanche, alors le régime est toujours communiste, il n'y a pas de changement officiel sur le plan politique. En revanche, on assiste au début d'un développement économique et de transformations sociales extrêmement importantes. Une fois cette définition posée, on peut voir comment, finalement, et ça sera notre problématique, comment expliquer que la Chine ait connu de grandes transformations économiques et sociales, alors que sur le plan politique, ces évolutions, ces mutations ont été finalement globalement limitées. Alors, je crois que deux types de plans auraient pu être adoptés, un plan chronologique ou un plan thématique qui suit en fait un petit peu le cheminement que nous propose le sujet, politique, économique et social. J'ai trouvé, après avoir essayé les deux plans, que finalement le plan thématique était peut-être le plus intéressant dans la mesure où les ruptures chronologiques ne sont pas les mêmes partout. Alors, je vous propose un plan en trois parties en hiérarchisant en fait les transformations. D'abord, on va voir dans une première partie qu'on a affaire à des transformations économiques majeures, donc c'est le titre du grand 1, des transformations économiques majeures. Grand A, une économie étatisée de 1949 à 1958 sur le modèle de l'économie soviétique.
Alors, quelques idées qu'il aurait fallu développer. Ici, d'abord, c'est l'idée de la pauvreté. L'économie chinoise est au plus bas en 1949. Des millions d'hectares de terre sont inutilisables parce que les digues ont été détruites ainsi que les canaux pendant la guerre civile et pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Mandchourie, qui était la principale zone industrielle, a été démantelée par les soviétiques en 1945-1946. Les voies de communication sont également, alors qu'elles étaient déjà assez minces, les voies de communication sont largement détruites. Il faut dire également que les nationalistes sont partis à Taïwan avec toute la flotte marchande, avec une partie de l'administration, et du coup la confusion monétaire est à son comble. Le yuan, la monnaie chinoise, subit une inflation galopante, et c'est la raison pour laquelle la tâche des nouveaux dirigeants de la Chine, c'est de reconstruire le pays, et l'objectif, ça va être d'abord d'étatiser l'économie. Par exemple, en 1950, on a une réforme agraire qui étend à l'ensemble de la Chine ce qui avait été adopté par le régime communiste dans les zones qu'il contrôlait avant de s'emparer de la totalité de la Chine. Ça veut dire que cette réforme agraire, eh bien, l'objectif est de s'attirer la sympathie des paysans. Et on va distribuer 47 millions d'hectares de terre à environ 300 millions de paysans répartis en 70 millions de familles. Alors, le gouvernement va chercher dès 1951 à les regrouper en équipes. On appelle ça des équipes d'aide mutuelle. C'est un premier pas vers une sorte de collectivisation, mais évidemment, euh, on n'est pas encore dans une véritable collectivisation des terres. On se rend compte en tout cas que ces réformes sont plutôt inefficaces, mais on tend à adopter un modèle qui est soviétique. En tout cas, on va voir qu'on va l'adopter beaucoup plus par la suite. C'est le cas notamment, toujours dans le Grand A, avec le premier plan quinquennal 1953-1957. Effectivement, à partir de 1953, les dirigeants chinois décident de passer à une seconde étape en matière économique et ils adoptent le programme général de transition vers le socialisme. Sa base, c'est donc le plan quinquennal. La priorité est donnée, comme dans le modèle soviétique, à l'industrie lourde, qui absorbe 58% des investissements. Seulement, par exemple, 7% des investissements vont à l'agriculture. Et là, on voit que on a l'adoption du modèle soviétique. Alors, ce plan quinquennal, eh bien, on voit que la priorité est donnée à l'industrie de façon générale et à l'industrie lourde. Et d'ailleurs, quand on regarde les résultats, alors certes les résultats officiels de ce plan quinquennal, la croissance est très forte dans l'industrie lourde. En revanche, pour les autres productions, c'est plus difficile. À côté de cela, on va avoir la socialisation des structures économiques. Effectivement, il va s'agir d'étatiser véritablement l'économie. Cette transformation, on l'a vu, elle a été commencée plutôt lentement, eh bien, elle va s'accélérer en 1955-1956 avec l'étatisation de l'industrie et la collectivisation de l'agriculture sur le modèle de l'URSS. Dans le domaine industriel, par exemple, les entreprises de ce qu'on appelle les capitalistes nationaux vont être transformées en entreprises d'État. Alors, les propriétaires sont indemnisés, mais le secteur privé est progressivement réduit. Prenons quelques chiffres. Il représentait, ce secteur privé, en 1952, environ 40% de la production industrielle. À la fin de l'année 1956, ce secteur privé dans l'industrie a quasi intégralement disparu. Même chose, à la fin de l'année 1956, 85% du commerce passe sous le contrôle de l'État. Dans le domaine agricole, même système, les paysans qui répugnaient à se regrouper en coopérative, eh bien, on décide d'accélérer à marche forcée cette collectivisation de l'agriculture. C'est Mao Zedong qui décide cette brutale campagne de masse qui est lancée à l'été 1955
pour accélérer ce mouvement. Et on peut considérer qu'à la fin de l'année 1956, la quasi-totalité des 120 millions de familles paysannes se retrouvent organisées en coopératives. D'ailleurs, dans l'ensemble, cette collectivisation, elle a rencontré peu d'opposition. Ça n'a jamais donné lieu à autant d'affrontements et des affrontements aussi graves que ceux de l'Union soviétique entre 1928 et 1929. C'est donc la première transformation économique, l'adoption d'une économie qui est fondée sur le modèle soviétique. On va le voir dans la deuxième partie, mais évidemment, il y a eu en 1950 un traité d'amitié entre la Chine et l'URSS. Grand B, pourtant, à partir de 1958, ce modèle va être un petit peu amendé. Grand B, la volonté d'un modèle économique chinois de 1958 à 1978, même si ce modèle reste communiste. Alors, à la fin des années 50, l'amitié, ou plutôt la coopération entre la Chine et l'URSS bat de l'aile. Et à partir de 1958, Mao va lancer la politique qui est connue sous le nom de Grand bond en avant. L'objectif, en fait, est de considérer que le modèle soviétique ne convient pas à la Chine populaire. Et donc, la Chine décide d'abandonner le modèle soviétique sur le plan économique et elle cherche sa propre voie vers le socialisme. Ce grand bond en avant, il appelle en fait tous les Chinois à redoubler d'efforts pour accroître la production et l'objectif est même de, je cite, rattraper l'Angleterre en 15 ans. L'idée, c'est de compenser en Chine la rareté des capitaux, le manque d'argent par l'ardeur au travail, grâce à l'utilisation de l'énorme potentiel sous-employé de la main-d'œuvre rurale. Et cette mobilisation, elle doit s'effectuer dans le secteur industriel moderne, par exemple par des grands travaux hydrauliques, mais aussi dans le secteur traditionnel, c'est-à-dire le secteur agricole ou artisanal. C'est le slogan de 1958 où Mao dit que la Chine doit, je cite, marcher sur ses deux jambes, c'est-à-dire sur l'industrie, mais aussi sur l'agriculture. L'idée, c'est en fait de prendre acte du fait que, ok, on peut suivre l'URSS et privilégier l'industrie lourde, mais la grande majorité de la Chine est encore paysanne. Et donc, il faut prendre en compte cela. Et le grand bond en avant en est l'objectif. Du coup, alors on ne va pas décollectiviser, mais on va transformer sur le plan économique les campagnes et même les villes. Les campagnes sont encouragées à vivre dans une relative autarcie. L'objectif, c'est qu'elles subviennent à leurs besoins, même leurs besoins industriels. Par exemple, on va encourager très fortement la construction de petites unités de production, par exemple les bas-fourneaux, des mini-centrales hydrauliques dans les campagnes. Et en fait, pour mener à bien cette politique, les 740 coopératives de production, elles vont être transformées en 26 000 communes populaires. Chaque commune populaire regroupe en moyenne 5 000 familles. Et ça devient la nouvelle base de la société chinoise. Parce que la commune populaire, elle ne se limite pas à une fonction économique. C'est aussi, elle va absorber par exemple l'ancienne administration locale. Elle va étendre son action à l'éducation, à la santé, à l'organisation militaire. La vie communautaire, par exemple, ce qui est réfectoire, les crèches, ce qu'on appelle les maisons du bonheur aussi pour les vieillards, ça s'y développe. Et par exemple, il était interdit de manger chez soi et pas au réfectoire. Les premiers résultats de ces transformations font l'objet de résultats de chiffres records pour l'année 58. En revanche, à partir de 1959, il y a une véritable déception pour plusieurs raisons. Entre 59, 60 et 61, on parle de 3 années amères avec des difficultés économiques. Il y a eu des calamités naturelles, il y a eu des erreurs techniques aussi, des défrichements abusifs qui ont favorisé le ravinement, l'érosion. Il y a eu des défaillances humaines qui sont dues à des incompétences, mais aussi au départ des techniciens soviétiques. Et le réajustement s'avère assez difficile. Les années 60-61 sont véritablement des années très dures. La famine est réelle. Il faut importer des céréales qu'on achète à l'Occident.
On pense aujourd'hui que cette catastrophe aurait pu faire 15 millions de victimes. En tout cas, on voit comment on a une certaine forme de réorientation, puisque la priorité est désormais donnée à l'agriculture, dans les investissements, et l'industrie légère également, c'est-à-dire la production de biens de consommation. Donc on voit que là aussi, on a une autre transformation qui est assez importante. Et on voit que la situation économique se redresse globalement à partir de 1962. Grand C, on va avoir une autre transformation. De 1978 à 1989, on a une économie chinoise qui s'ouvre au capitalisme. C'est d'abord la réforme économique qui a été menée par Deng Xiaoping en 1978. C'est une ère de profondes réformes économiques. C'est une politique qu'on a appelée la politique des 4 modernisations et qui prend le contre-pied du système antérieur. C'est la réhabilitation de la notion de profit avec la réintroduction du petit marché libre. C'est ensuite la réintroduction d'un véritable secteur privé. On assouplit la planification. On met en place un système de responsabilité au sein des entreprises afin de lier plus directement la rémunération et la production. Il y a le retour à l'exploitation familiale en agriculture. Et jusqu'en 1984-1985, l'accent est surtout mis sur la décollectivisation des campagnes. C'est donc la disparition des communes populaires et le retour à des exploitations familiales qui peuvent commercialiser leurs produits agricoles. Cette libéralisation s'est progressivement étendue aux autres activités économiques, l'artisanat, le commerce, les transports, les petites industries. En revanche, jusqu'en 84-85, dans le secteur urbain et industriel, les réformes restent plus limitées. À partir de 1984, alors nous on s'arrêtera jusqu'en 89, mais à partir de 84, on va étendre cette politique de modernisation à l'ensemble de l'économie chinoise. Et donc le champ de la planification est considérablement réduit. Par exemple, on va supprimer les livraisons obligatoires de quotas de produits agricoles à l'État. On libéralise les prix agricoles et industriels. Et on généralise, notamment en 1987, le système de responsabilité, c'est-à-dire que dans le secteur industriel, la concurrence se développe. Le système de la responsabilité, c'est-à-dire que l'entreprise ne dépend plus des subventions d'État. Elle doit s'autofinancer, elle doit trouver des prêts bancaires, elle doit trouver des investissements étrangers. Et d'ailleurs, avec cette politique de modernisation, on a justement, à partir de 1979, l'ouverture des premières ZES, zones économiques spéciales, en Chine, qui vont contribuer à développer véritablement le modèle chinois. On peut donc, pour conclure sur cette première partie, dire qu'il y a eu de profondes transformations économiques, de l'adoption du modèle soviétique à ensuite l'adoption d'un communisme chinois et ensuite à l'abandon progressif sur un plan économique du communisme pour favoriser, faciliter l'ouverture au capitalisme. Grand 2. Si je compare les transformations politiques aux transformations économiques, il faut dire que, grand 2, les transformations politiques ont été relativement limitées. Et voyons d'abord grand A, un régime communiste et totalitaire. Effectivement, la Chine de Mao est un régime communiste et totalitaire. Au début de la période, à partir de 1949, les dirigeants communistes accentuent la prise en main de l'opinion. On veut transformer idéologiquement la population par des réunions d'information, de propagande, et surtout par de grandes campagnes de masse, qui sont la plupart du temps brutales, et qui s'accompagnent de procès devant des tribunaux populaires avec des exécutions publiques. Citer par exemple la campagne d'élimination de ce qu'on a appelé les contre-révolutionnaires. Entre 1949 et 1952, elle a fait entre 800 000 et 3 millions de victimes. On voit ici que la terreur totalitaire se déploie. Mais on va avoir également un autre aspect du totalitarisme chinois, la réorganisation de l'État sous l'égide d'un parti unique, le Parti communiste chinois.
En 1954 est édictée une nouvelle constitution chinoise et cette constitution s'appuie sur le modèle de celle de l'URSS. Le système repose sur la dualité du Parti communiste et de l'État. Alors en Chine va subsister une sorte de façade de multipartisme, mais l'élection au suffrage universel indirect de l'Assemblée populaire nationale, donc l'équivalent des députés aujourd'hui chez nous, se fait sur une liste unique élaborée ou cautionnée par le Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois, justement, en 1956, va être réorganisé et il dirige de fait toute l'activité du pays. Il contrôle tous les appareils de l'État, tous les échelons. Il contrôle également certains organismes comme l'armée, les syndicats, les mouvements de jeunes. Les grandes décisions en Chine ne se prennent pas à l'Assemblée populaire nationale, ne se prennent pas au Conseil des affaires d'État, c'est-à-dire l'équivalent du gouvernement. Ça, c'est la façade institutionnelle du pouvoir. Elles se prennent au comité central du parti et dans un organe plus restreint, le bureau politique du Parti communiste. Et ce sont d'ailleurs très souvent les mêmes dirigeants qui siègent dans les deux appareils. Par exemple, Mao, on va voir qu'il a dû quitter le pouvoir à un moment, mais Mao a été à la fois président du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine de 54 à 59. Le PCC, d'ailleurs, fonctionne selon le principe du centralisme démocratique. Ça veut dire que, on a une ligne générale et on essaie de s'y tenir, même s'il y a des débats à l'intérieur du parti. Bon, il peut y avoir évidemment des campagnes d'élimination de certains qui vont être considérés comme des traîtres. Gombe, on va cependant avoir quelques changements politiques. J'ai appelé ça des changements mineurs suite à l'échec du grand bond en avant. Effectivement, sur le plan politique, on a des changements alors plutôt mineurs par rapport au changement économique. C'est l'éviction de Mao et la révolution culturelle, c'est-à-dire c'est Mao qui revient au pouvoir. À cause de l'échec du grand bond en avant, Mao est mis un petit peu en minorité au sein du parti. Et c'est la raison pour laquelle il a été exclu du pouvoir. Il a démissionné de sa fonction de président de la République populaire de Chine en 1959. Et c'est une autre figure importante qui lui succède, Liu Shaoqi. Liu Shaoqi donc accède à la présidence de la République en 1959. Et donc on a un premier changement politique, même si dans sa nature, le régime politique en soi ne change pas. Alors il y a un vrai débat entre les historiens, est-ce que Mao a véritablement perdu le pouvoir? Alors il l'a perdu officiellement, mais on pense qu'il n'a jamais véritablement perdu son influence. Il reste à la tête du parti, il compte avec l'appui de l'armée, qui diffuse d'ailleurs ses pensées grâce au Petit Livre rouge publié en 1964 et qui est diffusé très largement en Occident, notamment et pendant mai 68 en France. Pour revenir au pouvoir, Mao va lancer la révolution culturelle. Alors, cette révolution culturelle, c'est un processus qui s'étend de 1965 à peu près 1969. Alors, tout commence en 1965 par une attaque de maoïstes contre une pièce qui a été écrite par l'adjoint au maire de Pékin. Et cette pièce était une critique de certaines pratiques politiques. Et donc, on voit que l'offensive, elle devient politique, elle vise le maire de Pékin, un ami de Liu Shaoqi, le président de la République. Et il est éliminé, alors pas physiquement, mais il est éliminé en 1966. Et donc, Mao va lancer un mouvement qui s'appuie principalement sur la jeunesse universitaire, qui est organisée en garde rouge, l'objectif étant de mobiliser des masses par de grandes manifestations, par de grands affichages publics. Et finalement, cette opération, elle réussit. Mao l'emporte au comité central en 1966, au moment où Liu Shaoqi est démis de ses fonctions de vice-président du parti.
On a une directive en 16 points qui est la véritable charte de la révolution culturelle, qui appelle à lutter contre le révisionnisme, qui appelle à faire confiance aux masses, à diffuser la pensée de Mao. Et c'est à ce moment-là que Mao, lorsqu'il revient au pouvoir, son pouvoir, en fait, en est véritablement transformé, puisqu'il il va faire l'objet, il va commencer à faire l'objet d'un véritable culte de la personnalité. Et tout le mouvement de la révolution culturelle va s'étendre à l'ensemble du pays. Alors, le désordre est grand, hein. La remise en ordre ne commence véritablement qu'à partir de l'automne 1967, mais on voit qu'il y a eu un véritable changement politique. Alors, le régime reste totalitaire, le communisme est toujours au pouvoir, mais Mao a été démis, puis a récupéré le pouvoir, et on pourrait dire que même une fois qu'il l'a récupéré, son pouvoir est encore plus absolu. Donc, on a quelques changements politiques ici. Et grand C, voyons maintenant l'absence et le refus de la démocratisation à partir de 1978 et jusqu'en 1989. Effectivement, une transformation politique qui n'a pas lieu, c'est la démocratisation. Alors, en 1976, Mao meurt, en 1978, Deng Xiaoping prend le pouvoir, et Deng Xiaoping semblait annoncer une forme de libéralisation, voire une sorte de démocratisation du pays. Mais en réalité, cette démaoïsation est limitée. Les partisans de Deng Xiaoping s'emparent des principaux leviers de commande du pays. Donc Deng Xiaoping prend véritablement le pouvoir en 1978 et il n'y a pas de démocratisation. Les réformes politiques restent très modérées. Elles se limitent par exemple à une restructuration de l'appareil administratif du pays pour le rendre plus efficace, 1980. Une tentative de rééquilibrage entre le Parti communiste et l'État, au profit de l'État, en 1982. Une très relative libéralisation du régime qui se manifeste par exemple par la réhabilitation des victimes du maoïsme. Mais je vous rappelle qu'en 1978, un jeune euh, contestataire, Wei Jinsheng, qui avait osé réclamer en décembre 78 une cinquième modernisation, c'est-à-dire la démocratie, va être condamné à 15 ans de prison pour trahison et activité contre-révolutionnaire. Ça veut dire que jusqu'en 1986, la Chine, en réalité, elle ne connaît qu'une démaoïsation assez limitée. Elle reste toujours contrôlée par le Parti communiste chinois, avec une alternance de petites accélérations et de sérieux coups de frein. Il y a eu d'ailleurs un printemps de Pékin en 1979 où le régime a semblé tolérer une certaine liberté d'expression, mais assez rapidement, les écrivains contestataires, les artistes rebelles sont rapidement rappelés à l'ordre. Par exemple, les chefs aussi du mouvement démocratique sont réduits au silence. Alors, il faut également parler, à propos de la tentative de démocratisation, de Tiananmen en 1989. Alors, vous le savez, tout commence en 1987 par une révision des statuts du parti. C'est une réforme qui est essentiellement administrative, qui ne démocratise pas du tout les institutions. Mais en fait, on va avoir des contestations qui vont commencer à se développer, notamment dans les milieux intellectuels. Et le 15 avril 1989, la mort de Hu Yaobang, donc enfin Hu, c'est son nom de famille, Yaobang, c'était le secrétaire général du Parti communiste chinois, l'ancien secrétaire général du Parti communiste chinois qui était libéral, qui s'opposait justement aux conservateurs communistes. Eh bien, sa mort va relancer des manifestations, notamment étudiantes, en faveur de la libéralisation du régime. Et la contestation s'étend, elle va s'étendre à d'autres catégories sociales, à d'autres villes chinoises. Et là, évidemment, un dilemme s'est posé.
Est-ce qu'il faut intervenir sur la place Tiananmen et déloger les jeunes? Est-ce qu'il faut au contraire faire preuve de tolérance? Finalement, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, les blindés dégagent brutalement la place Tiananmen et ça fait plus d'1 millier de morts, voire peut-être même plus pour les hypothèses récentes. Conclusion, qu'est-ce que j'ai voulu démontrer? Eh bien, j'ai voulu démontrer dans cette deuxième partie qu'il y avait eu des transformations politiques, finalement très limitées. Le régime reste globalement le même, hormis quelques petites améliorations. Et si Mao a perdu à un moment donné le pouvoir au profit de Liu Shaoqi, il l'a récupéré pour accroître encore son pouvoir totalitaire. À sa mort en 76, en 78, Deng Xiaoping prend le pouvoir. Donc, il est toujours au pouvoir en 1989, mais on voit qu'il n'y a pas de transformation véritable du régime politique. En tout cas, il n'y a pas de démocratisation. Grand 3, voyons maintenant des transformations sociales importantes à mettre en lien évidemment avec les transformations économiques décrites plus haut. Et d'abord, grand A, on a un pays essentiellement constitué de paysans qui devient également ouvrier, mais aussi tertiaire. Au départ, effectivement, la Chine est un pays à très très large majorité rurale. Les paysans constituent l'essentiel de la population active, et on va avoir un pays, une population active qui va progressivement se transformer. On assiste à un mouvement d'industrialisation en Chine. Ce mouvement d'industrialisation, il est dû à deux choses et à deux moments. Le premier moment, c'est l'alliance avec l'URSS. Et donc, dans le cadre de cette alliance avec l'URSS, on a beaucoup d'ingénieurs soviétiques ou de techniciens qui vont venir aider à construire des usines, des barrages, des hauts fourneaux. Et ensuite, dans un deuxième temps, à partir de 78, au moment de la quatrième modernisation. On doit parler également de tertiarisation. Alors ça, c'est plutôt à partir des années 80 et de l'ouverture de la Chine. Mais l'ouverture de la Chine a très largement favorisé une diversification de cette population active. Grand B, autre transformation sociale très importante, des inégalités à différentes échelles. Alors, je ne dis pas que dans le système communiste, il y a l'égalité parfaite. On sait que la classe des dirigeants était largement avantagée et privilégiée. C'était le cas également en Union soviétique. En revanche, l'ouverture économique à partir de 1978 va entraîner l'augmentation des inégalités. Effectivement, la réforme de 1978 remet en question le caractère socialiste de l'économie du pays. Et ça va affecter en profondeur la société chinoise. Dans les campagnes, par exemple, la disparition des communes populaires, le retour à l'exploitation familiale, l'amélioration générale du niveau de vie ont bouleversé la société rurale. Ça a accentué les disparités régionales et sociales. Les disparités régionales, c'est évidemment la Chine de l'Est qui est beaucoup plus développée que l'intérieur des terres, malgré les nouvelles routes de la soie qui sont en train de se construire aujourd'hui. Et on voit avec cela une renaissance de pratiques et de croyances du passé. Par exemple, on va revoir des inégalités. La réforme de l'agriculture favorise des paysans riches et des paysans pauvres. En plus, on a la disparition des structures collectives et donc on a beaucoup de paysans pauvres qui émigrent vers les villes qui sont déjà surpeuplées. Vous avez également le retour de rivalités traditionnelles entre villages, des solidarités familiales ou claniques qui réapparaissent, l'autorité patriarcale également, l'opposition sexiste avec un déclin du rôle de la femme. C'est l'époque aussi, en 1979, où on met en place une politique de planification des naissances avec la politique de l'enfant unique, même si elle est mal appliquée.
Alors, par rapport à ces campagnes, qui sont plutôt pauvres, les villes, au contraire, ont provoqué une accélération de l'évolution de la société urbaine avec le développement d'une classe moyenne. Le développement des industries, des commerces, des petits métiers, la hausse des salaires et du niveau de vie ont transformé la vie du citadin chinois. Mais la contrepartie, c'est que toujours sur un plan social, eh bien, ça a entraîné l'apparition, le développement de nombreux trafics, de la délinquance et de la criminalité, le retour aussi d'une certaine corruption administrative. Et c'est ça qui va faire en sorte que l'exode rural pousse des millions de paysans vers des villes déjà surpeuplées où le chômage touche une partie non négligeable de la population. En tout cas, on a une nouvelle société chinoise qui est soucieuse de modernisation, d'amélioration matérielle et beaucoup plus que de cela que d'idéologie. Alors la Chine reste officiellement socialiste, mais on se rend compte que les valeurs et la société a été profondément transformées. Et enfin, grand C, parlons de transformation sociétale. C'est d'abord la démographie, avec la politique de l'enfant unique. Donc la politique de l'enfant unique est mise en place progressivement à partir de 79. Bon, elle a été arrêtée un peu plus tard, là on est hors période, donc il ne faudrait pas en parler, mais elle a été arrêtée en 2015. Bon, cette politique de l'enfant unique, elle a pour but de contrôler les naissances. Et évidemment, ça va entraîner des transformations sociétales extrêmement importantes, puisqu'il va y avoir un déséquilibre entre les femmes et les hommes au profit des hommes, puisqu'on peut avoir la réapparition, ça se fait moins aujourd'hui, mais de l'infanticide des petites filles. Euh, il y a donc des transformations sociétales de ce point de vue-là. Il y a également d'autres mesures qui sont prises et qui visent à rénover la société traditionnelle. Par exemple, on a la loi sur le mariage en 1950 qui est destinée à mettre fin à la famille de type patriarcal. On abolit par exemple ce qu'on appelait en Chine le mariage féodal. Le mariage est désormais un libre choix entre deux personnes et on impose la monogamie et des droits égaux entre les deux sexes. On a également sur un plan sociétal une réforme de la langue qui va simplifier l'écriture et tout le système d'enseignement est évidemment réorganisé. Conclusion générale, on a montré que les transformations les plus importantes avaient été les transformations économiques et évidemment, par effet d'entraînement, les transformations sociales. En revanche, sur le plan politique, ça semble plus limité. Il semblerait, même après 1989, que la Chine campe sur ses positions. Deux mots de conclusion pour terminer. On voit ici que ben, on se rend compte que ce n'est pas comme en Occident. C'est-à-dire qu'en Occident, la révolution industrielle, le développement économique, la croissance économique ont entraîné une démocratisation. On se rend compte qu'en Chine, ce n'est pas du tout le cas. Tout se passe comme s'il y avait un accord tacite entre le pouvoir et, de l'autre côté, la bourgeoisie et la classe moyenne supérieure. L'État chinois laisse la bourgeoisie s'enrichir, entreprendre, à condition qu'elle ne conteste pas le régime. Et inversement, la bourgeoisie ne va pas contester le régime tant que la croissance est possible. Pour conclure également, on voit que l'année 89 est une année charnière. C'est l'échec de la démocratisation, mais c'est quand même le début d'une véritable ouverture de la Chine. Et j'ouvrirai sur cette idée, c'est que, évidemment, jusqu'en 89, la Chine peine encore à se développer, même si elle amorce un certain développement. En revanche, c'est l'entrée à l'OMC en 2001 de la Chine qui va profondément changer la donne et faire que la Chine, le concurrent, si on peut dire, des États-Unis, parce qu'elle se voulait être le leader du bloc de l'Est, va être véritablement complémentaire vis-à-vis des États-Unis et devient de plus en plus une puissance avec laquelle il faut compter.